Bonjour et bienvenue. Pour commencer aujourd'hui, une petite demande. J'ai dû le faire moi-même en préparant cette discussion. Ah oui, Il faut supprimer un fichier dans son cerveau, celui qui s'appelle «Le véganisme est un régime alimentaire». On le met à la corbeille. Parce que la conclusion principale, et vraiment surprenante des documents qu'on a analysés, c'est que la définition qu'on a tous de ce mot, elle est presque complètement fausse. c'est un recadrage assez radical, c'est vrai. On est tous conditionnés à voir le véganisme comme une liste de courses. Oui, une liste d'interdits. Voilà, les ingrédients à éviter. La viande, les produits laitiers, les œufs. On le voit comme un choix de menu. Mais les sources qu'on a, et surtout les textes fondateurs de Leslie Cross, donc le vice-président de la Vegan Society au début des années 50. D'accord? Eh bien, ces textes nous disent oubliez le menu. Le débat n'est pas là du tout. C'est ça qui est fascinant. Il ne parle pas de mode de vie, de santé, non. Il utilise des mots bien plus forts. Pour lui, le véganisme, c'est une doctrine d'émancipation. Le mot est puissant. Oui, émancipation, ça évoque tout de suite la libération, les grands mouvements pour les droits. On est loin, très loin de la salade de quinoa. On va donc explorer ce conflit entre la définition de 1951, qui est d'une clarté absolue, et une réécriture de 1979. Et selon les sources, ce n'est pas qu'un changement de mot, ça a en fait brisé le concept à sa base. Cette définition originale, elle a une rigueur philosophique qui peut surprendre. Leslie Cross, lui, il ne s'intéressait pas vraiment au bien-être, à avoir des cages plus grandes ou un abattage plus humain. Ce n'était pas son sujet. Non, son obsession, c'était la liberté, le statut moral de l'animal. Et cette intransigeance du début, c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui s'est passé après. Alors allons-y, retournons en 1951. Leslie Cross doit définir le mouvement. Et les mots qu'il choisit sont assez déroutants pour nous aujourd'hui. Il ne parle pas de plantes, pas du tout. Il écrit, et je cite, «Le mot véganisme signifiera la doctrine selon laquelle l'homme devrait vivre sans exploiter les animaux.» La doctrine. Oui, la doctrine. Le mot est lourd. Il a un poids presque religieux ou politique en tout cas. On ne parle pas de la doctrine du keto, quoi. Non, et ce mot est choisi avec une précision chirurgicale. Une doctrine, ce n'est pas une opinion, c'est un ensemble de principes. Et c'est la première distinction capitale que les textes martèlent, la différence entre un principe et une pratique. D'accord, mais ça peut sembler un peu abstrait. C'est quoi la différence concrète? La différence est énorme. En fait, elle explique presque toutes les confusions qu'on a aujourd'hui. Le principe, c'est la vérité de base qu'on accepte. Ici, le principe, c'est que les animaux ne sont pas notre propriété. Pas des ressources. Voilà, pas des ressources, c'est le socle. La pratique, eh bien, ce sont les actions qui découlent de cette vérité, logiquement. Donc, on ne mange pas leur chair, on ne boit pas le lait, etc. Je vois. Le principe, c'est le pourquoi, et la pratique, c'est le comment. C'est exactement ça. Et le problème, que la source identifie très bien, c'est que la plupart des gens abordent le sujet par la fin, par la pratique. Ah oui. Ils commencent par se dire je devrais arrêter la viande. Le souci, c'est que si on n'a que la pratique sans le principe derrière, on passe son temps à chercher les failles, les exceptions. On se demande et le miel? Et le miel, et la laine, si le mouton est bien traité. On cherche les limites floues de la règle. Alors que si on a d'abord intégré le principe, ce principe que l'animal n'est pas une ressource, ces questions n'ont même plus lieu d'être en fait. Le mouton n'est plus une usine à laine. C'est ça. La question de prendre sa laine devient aussi bizarre que de demander si on peut couper les cheveux d'un passant dans la rue. C'est une bonne image. Et pour insister sur le côté absolu de ce principe, la source utilise une analogie très forte et, je précise, potentiellement controversée, celle de l'esclavage humain. D'accord. L'analogie ne porte pas sur la souffrance, attention. Il ne s'agit pas de comparer une vache à un esclave du XVIIIe siècle. Non, bien sûr. Mais sur la structure de la propriété, on ne peut pas être un peu contre l'esclavage. On ne peut pas dire je suis contre, mais si le maître est gentil, ça va. La doctrine, c'est le rejet total de cette relation de propriété. Il n'y a pas de juste milieu. Soit on accepte le principe, soit on ne l'accepte pas. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Parce que le point qui suit dans les documents, il va à l'encontre de tout ce que je pensais savoir. Les sources affirment que le véganisme, à l'origine, ne consiste pas à ne pas tuer d'animaux. Ça me paraît fou. Comment c'est possible? C'est le point le plus contre-intuitif, mais c'est le plus central. Le verbe clé de la doctrine, ce n'est pas tuer, c'est
exploiter ou utiliser. Ah, d'accord. Toute la différence est là. Pour bien comprendre, les documents donnent 2 exemples. Je vous écoute. Le premier, c'est le cas classique de la poule dans le jardin. On adopte une poule, on la soigne, elle a une belle vie, on ne la tuera jamais, mais on mange ses œufs. Oui. Selon la doctrine de Cross, ce n'est pas vegan. Alors là, faut m'expliquer. La poule est heureuse, on lui fait aucun mal. Où est le problème? Ça me paraît un peu extrême, non? La question à se poser selon cette doctrine n'est pas est-ce que la poule souffre, mais plutôt quelle est la nature de notre relation avec elle. D'accord. En prenant ses œufs, on la maintient dans un rôle de ressource. C'est notre animal de compagnie, oui, mais c'est aussi notre petite usine à œufs. On prend le produit de son corps pour notre bénéfice. La relation reste celle d'un propriétaire à une marchandise. C'est l'acte de s'approprier ce qui n'est pas à nous, qui est l'exploitation. Je comprends la logique, même si elle est exigeante. Maintenant, prenons l'inverse. La mort accidentelle. Un cerf heurté par une voiture. Ou, plus courant, une souris tuée par une moissonneuse. Le résultat est objectivement bien pire pour l'animal. Infiniment pire, oui, mais du point de vue de la doctrine, ce n'est pas une violation du principe, Pourquoi? parce qu'il n'avait aucune intention d'exploitation. La personne au volant ne voyait pas le cerf ou la souris comme une ressource. L'accident est une tragédie, un dommage collatéral, mais pas une exploitation. L'accent est mis sur l'intention de la relation, pas sur le résultat. Est-ce que j'ai transformé cet être en chose? Ah oui, je vois la distinction. C'est la même logique pour l'équitation. On ne tue pas le cheval, mais on l'utilise. On a transformé un quelqu'un en quelque chose. C'est ça que la doctrine rejette. D'accord. Mais si on accepte qu'il y aura toujours des morts accidentelles, le but ne devrait-il pas être simplement je sais pas, de minimiser la souffrance globale? C'est l'argument de bon sens, non? J'essaye de faire le moins de mal possible. Et c'est là qu'on tombe dans ce que la source appelle le piège de la réduction des dommages. C'est une critique de l'utilitarisme, cette idée que la meilleure action est celle qui maximise le bonheur général. Ça paraît bien pourtant. Exactement. Et pour éviter ce nihilisme, les textes proposent une distinction capitale entre 2 types de dommages. D'un côté, le dommage fortuit, collatéral. Les insectes sur le pare-brise. Et la souris dans la moissonneuse. Voilà, c'est tragique, mais non intentionnel. Et de l'autre, il y a le dommage instrumental, le fait d'utiliser intentionnellement un être vivant comme un outil. Et la doctrine végane, c'est un rejet spécifique et absolu de ce 2e type de dommage. Ce n'est pas une quête impossible d'innocence totale. Ah, et ça répond directement à l'argument qu'on voit partout sur Internet. Les fameuses morts dans les cultures. Le fameux « tu tues des souris pour ton soja, donc mon steak n'est pas pire Échec et mat, vegan Dan. C'est fascinant de voir comment la source démonte ça avec une analogie judiciaire. Imaginez un avocat, au XIXe siècle, qui défend un propriétaire d'esclaves. Il se lève et dit « Votre honneur, des gens meurent dans des accidents de calèche, des ouvriers meurent sur les chantiers. Puisque la mort est inévitable dans la société, mon client devrait avoir le droit de garder ses esclaves. » L'analogie est très forte. Mais est-ce qu'on ne risque pas de choquer en comparant ça à un agriculteur qui tue une souris sans le vouloir et un esclavagiste? » Absolument. Et c'est crucial de le préciser. L'analogie ne compare pas la moralité des personnes, mais la structure de l'argument. La logique de l'avocat est absurde, pas parce qu'un accident est aussi grave que l'esclavage, mais parce qu'il se sert de dommages fortuits pour justifier des dommages instrumentaux. Je vois. Le fait qu'une souris meure accidentellement dans un champ ne donne aucune justification morale pour élever et abattre intentionnellement un cochon. Ce sont 2 catégories morales complètement distinctes. On a donc cette définition de 1951. C'est un roc. C'est intransigeant, c'est absolu, mais c'est d'une cohérence redoutable. Et pendant presque 30 ans, c'est la référence. Mais tout bascule en 1979. Leslie Cross décède cette année-là. Et quelques mois plus tard, la Vegan Society change la définition. Ils ajoutent une toute petite clause, 6 mots en anglais. As far as is possible and practicable. Autant que possible et praticable. Selon la source, ces quelques mots sont une catastrophe, philosophique et stratégique. Alors là, il faut que je joue l'avocate du diable. Parce que honnêtement, ça me semble plein de bon sens. Ah ouais. Bah oui, on ne vit pas dans une bulle. Il y a de la gélatine dans des médicaments, des dérivés animaux dans les pneus de vélo. Être pur à 100%, c'est une fiction. Cette clause, elle ne fait pas que reconnaître la réalité du monde. C'est la défense classique. Mais le problème, selon la source, c'est le mot praticable. Il est complètement subjectif. C'est-à-dire? C'est une porte de sortie.
Pour une personne, ce n'est peut-être pas praticable d'arrêter le fromage parce qu'elle adore la pizza. Pour une autre, ce n'est pas praticable de lire les étiquettes parce qu'elle est pressée. La clause permet à chacun de tracer sa propre ligne, non pas en fonction du droit de l'animal, mais de sa propre convenance. Et ça déplace tout le centre de gravité de la discussion. Totalement. L'attention passe de la victime, l'animal, à l'agent, à l'humain, et à son confort, ses goûts. La clause a transformé une doctrine morale absolue en une question de style de vie personnel. On passe de l'émancipation, qui est une exigence de justice, au bien-être, qui est une suggestion de faire de son mieux. C'est fou, parce que cette conversation, je l'ai eue 100 fois. L'ami qui dit « Ah, je pourrais tout arrêter sauf le fromage ». Voilà. Selon cette analyse, cette phrase, ce concept même de choisir ce qu'on arrête, n'existe que grâce à ces mots ajoutés en 79. Précisément. On n'appliquerait jamais cette logique à d'autres droits fondamentaux. Imaginez une loi qui dirait « Le vol est interdit, autant que possible, praticable ». Ça ne tiendrait pas 2 secondes. Ou « Ne mentez pas sous serment, sauf si c'est vraiment compliqué ». Ça vide la loi de sa substance. La source appelle ça les mots dangereux. Ils ont donné à tout le monde une excuse. L'enjeu n'est plus le droit de l'animal, mais ma difficulté à moi, aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste une question philosophique. Ce changement a eu des conséquences stratégiques pour le mouvement animal. Des conséquences immenses. La source s'appuie ici sur la théorie du point de bascule, le tipping point. La recherche en sciences sociales montre que pour un grand changement, il ne faut pas 51% de la population, il faut une minorité. Dévoué et engagé. Engagée et surtout inébranlable. Les chiffres varient, mais on parle d'un seuil entre 10 et 25%. Mais le mot-clé, j'imagine, c'est inébranlable. Cette minorité doit être cohérente. C'est le cœur du problème. Pour changer les normes, il faut un groupe qui envoie un signal clair. Ceci est inacceptable. Point. C'est cette clarté qui finit par bouger les mentalités. La clause de 1979, en introduisant le subjectif, a créé une immense zone grise. Elle a rendu les frontières floues. Exactement. Elle a encouragé plein de gens à s'identifier au mouvement tout en gardant des pratiques incohérentes. La source soutient qu'en affaiblissant la définition pour la rendre plus populaire, on a en fait dilué le message et rendu le mouvement impuissant. On a privilégié la quantité à la clarté. Tout cela recadre complètement la conversation. On passe d'une question de justice, d'une question sur le statut de l'autre, qui sont-ils des choses ou des êtres, à une question de consommation personnelle. Qu'est-ce que je mange ce soir ? C'est exactement le changement interne que la doctrine originale voulait provoquer. Si on voit le véganisme comme un régime, c'est une série de sacrifices. C'est dur, c'est « j'ai envie de ça, mais je ne peux pas ». C'est une privation. Oui, mais si on l'adopte comme un principe, comme une prise de conscience, alors les pratiques qui suivent deviennent logiques, naturelles. On ne se sent pas privé de ne pas posséder un esclave. Une fois que le cerveau a fait ce basculement, que l'animal est une personne et non un produit, les actions suivent sans effort. On n'a plus besoin de la liste de règles. Le principe directeur est clair. Voilà. Voici une pensée sur laquelle méditer cette semaine. Cette distinction entre le principe et la pratique. Observez où elle apparaît dans la vie de tous les jours. Bien au-delà de ce sujet. Quand est-ce qu'on se concentre sur les règles, au lieu de comprendre le principe qui est derrière ? C'est une réflexion bien plus profonde qu'une simple discussion sur le tofu. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.